Salut les gars, je suis content de vous retrouver. Les podcasts m'avaient pas mal manqué pour ça. Je travaille beaucoup dessus et j'aime proposer de la qualité dedans pour faire avancer les personnes qui m'écoutent et pas simplement vous donner des idées ou des vérités générales pendant des heures. J'aime proposer de vrais conseils applicables plutôt que de simplement vous dire des trucs du genre tous les milliardaires ont lu des livres, donc si toi tu lis des livres, tu seras milliardaire. Le genre de choses que j'entends malheureusement beaucoup dans certains podcasts. Enfin bref, je pensais récemment aux dernières mauvaises nouvelles qui se passaient dans le monde. Toutes ces nouvelles négatives en fait dans le monde m'ont fait réfléchir et l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour faire évoluer votre esprit contre toute la négativité constante et toutes les autres conneries du monde en ce moment est en quelque sorte de simplement réfléchir consciemment à ce que pourquoi vous êtes reconnaissant. Je suis reconnaissant envers mes amis, je suis reconnaissant d'avoir un toit au-dessus de ma tête, je suis reconnaissant de pouvoir choisir ce que je veux manger chaque jour. Vous savez, que toutes ces choses sont des choses énormes que nous tenons pour acquises, et il est très important de réaliser que tout le monde ne comprend pas cela. C'est le cas de la plupart des habitants des pays industrialisés, mais c'est pas le cas de tout le monde. Dans la grande majorité de la population mondiale, beaucoup de gens n'ont pas de réfrigérateur. La grande majorité des habitants de la planète n'ont pas la possibilité d'utiliser Internet pour apprendre de nouvelles choses. Toutes ces choses en fait que nous tenons pour acquises, vous pourriez être positivement heureux de les avoir par rapport à d'autres personnes et montrer de la gratitude pour elles. Et cela seul, tant que vous le faites consciemment, plus souvent en fait, cela seul peut faire des merveilles pour votre état d'esprit et votre positivité, et tout simplement en général. Parce que Dieu seul sait que nous en avons besoin en ce moment. Alors essayez-le aussi souvent que possible, montrez votre gratitude et ressentez de la gratitude et surtout dites-le vous en fait. En fait, nous avons un réel pouvoir pour nous rendre malheureux et en colère, alors utilisez-le pour vous rendre apaisé et heureux justement. Dites-vous que vous pouvez contrôler qui sont vos amis, ce que vous dites, ce que vous décidez, ce que vous voulez apprendre de vos erreurs, de votre gentillesse, de vos efforts, de ce que vous écoutez. Tout le reste que vous contrôlez pas, justement, c'est, je pense, à jeter à la poubelle. Et vous ne devriez même pas daigner avoir une émotion négative pour que ce soit le temps qu'il fait, la méchanceté des autres, ce qui se passe dans le monde, les injustices, etc. Essayez de formuler des compliments aux gens que vous appréciez dans votre vie. C'est une autre chose que j'essaye de faire et je pense que c'est vraiment une chose importante de le dire, que ce soit à un ami ou même à une personne au hasard. Pour être honnête, si je pense que c'est un manteau cool ou alors que c'est une idée cool, je me fais vraiment un devoir d'aller le dire, genre du style «Hey mec, j'aime vraiment ton manteau» ou peu importe. C'est facile une fois que vous l'avez fait plusieurs fois, et c'est aussi un peu un défi d'augmenter vos compétences sociales et de vous mettre au défi d'une manière différente pour simplement ouvrir une conversation avec un inconnu en fait. Ce sont surtout des gens que vous voyez peut-être qui font partie de votre communauté ou qui, vous savez, sont peut-être dans votre ville natale ou des choses comme ça. Essayez-le d'abord sur vos amis, votre famille, des choses comme ça. Et je pense que c'est bien de développer ces relations avec des gens dont on ne sait jamais à qui on va parler, et on ne sait jamais quel genre d'amis en fait on se fera peut-être à partir d'un simple compliment occasionnel que l'on nous fait en quelque sorte en fait. Vous savez, si un inconnu s'approchait de vous et vous disait «Hey mec, tes cheveux sont vraiment beaux aujourd'hui», et qu'ensuite il vaquait à ses occupations sans se préoccuper de quoi que ce soit ou autre, vous n'avez même pas idée de combien de jours après cela va vous faire du bien. Donc n'hésitez pas à le faire à quelqu'un d'autre. Vous savez, les gens qui sortent et font en sorte que les gens se sentent un peu mieux en cette période où il y a tant de négativité qui circule, c'est vraiment mes héros. Quoi qu'il en soit, c'est mon discours sur la gratitude. Cela m'a vraiment fait beaucoup aider à réfléchir, et vous savez, les choses qui ne vont pas dans votre vie ne sont pas vraiment si graves en fait, par rapport à ce qui pourrait mal se passer et à quoi pourrait ressembler votre expérience de votre vie par rapport à certaines. Les vies que les humains ont dû vivre sur ce monde, que ce soit les Grecs, les Égyptiens, les Hindous, la période où nous sommes, je pense, c'est l'une des meilleurs moments de votre vie en termes de prospérité. En tout cas, je trouve que nous avons maintenant bien plus de choix. Je sais que parfois certaines personnes sont littéralement excitées par les anciennes périodes, et moi-même je suis un grand fan de la Grèce, d'épopées vikings ou même de médiéval et de fantastique, mais certaines personnes aimeraient y retourner ou quoi que ce soit, mais je trouve que relativement en termes de niveau de prospérité et d'absence de guerre auxquelles nous sommes exposés, montre vraiment au quotidien la sécurité de notre époque. Vous savez, les gens sont bouleversés par des choses stupides maintenant, c'est ce que je veux dire à ce sujet. Il y a de nombreuses raisons d'être reconnaissant, et il y a encore beaucoup de choses que vous pouvez faire dans la vie, et je pense que c'est juste bien d'en être conscient de temps en temps. Alors je vais ouvrir l'épisode de ce podcast avec un nouveau sujet. En plus, on est à l'épisode 12 maintenant, donc c'est cool, on est déjà à deux chiffres en plus. Vu le bien que ça vous procure, et moi également, l'aventure, je pense, ne fait vraiment que commencer. Enfin bref.
Une question que je me suis d'ailleurs posée plusieurs fois ces dernières semaines, donc je me suis dit que c'était peut-être d'actualité en ce moment ou pertinent du moins peut-être, que certaines personnes l'ont été. La question que je me suis posée était comment surmonter une rupture. Je pense que tout le monde doit passer par là pour vraiment le comprendre. Une fois que vous l'avez parcouru, vous disposez des outils nécessaires pour y faire face, mais lorsque vous avez parcouru pour la première fois, c'est vraiment nul. Qu'il s'agisse d'un jeune amour ou simplement de votre première vraie relation que vous avez dû rompre, je l'ai vécu au collège personnellement, ça remonte à 10 ans maintenant, et vous savez, peu importe ces choses comme un amour d'adolescent en fait, c'est un peu différent du vrai sujet, je suppose, c'est pas vraiment une rupture d'adulte ou quoi que ce soit, mais dans tous les cas, en général, les ruptures ça craint, et surmonter une rupture c'est toujours difficile. D'ailleurs, ne prenez pas pour acquis ce que je vais vous dire, mes conseils dépendront bien sûr également de la manière dont vous avez rompu, donc si certaines ruptures peuvent être dues au fait que vous déménagez dans des régions différentes, dans des collèges différents, il y en a un que j'ai eu, ma copine a dû déménager, c'est vraiment nul quand c'est comme ça parce que on avait vraiment une bonne relation et on devait rompre parce que bah je pense pas que les relations à distance ce soit vraiment la solution. Si c'est à court terme et que vous pouvez vous en sortir et que vous êtes tous les deux engagés en fait et qu'après vous pouvez vous retrouver, bien sûr, si vous vous retrouvez de nouveau dans quelques mois, tout le monde pourrait faire ça. Mais si ça dure sur 6 mois, un an, j'ai l'impression que à moins que vous soyez vraiment mariés, en tout cas le genre de relation que vous pouvez vraiment tenir, si c'est vraiment juste une relation de copain-copine de jeunesse, en général ça sert à rien de le vivre comme ça. Si tu n'es pas sérieux, que t'allais pas te marier, etc., je pense que c'est juste mieux de laisser ça là où c'en était. Et si tu reviens peut-être un jour dans la même ville et que vous êtes sur la même longueur d'onde, peut-être que des années après même, ce sera peut-être cool de vous remettre ensemble. Mais surtout pour tes premières copines, il y a de fortes chances que vous passiez un meilleur moment si vous vous séparez tout de suite en tout cas. Mais c'est pas vraiment le sujet, c'est pas vraiment ce qu'on m'a demandé. Donc, comment vraiment surmonter la rupture? Disons que si tu romps avec une fille, que tu as rompu, que tu te sens comme de la merde, peut-être que tu te sens seul, ce qui est un gros problème. Si tu es depuis longtemps avec une petite amie, que tu passes du temps ensemble, la nuit, les câlins, tout ça, ça devient littéralement addictif en termes de niveau de dopamine auquel on s'habitue. Mais c'est un peu pour ça que tu te sens mal justement quand tu l'arrêtes. C'est parce que ton cerveau justement ne reçoit pas autant de dopamine. Sachant que l'amour libère tellement d'hormones dans ton cerveau que l'attraction que tu as pour la personne est plus forte que l'addiction à certaines drogues dures, c'est vous dire. Donc vous en êtes tellement accro dans ce sens, mais c'est aussi agréable de passer du temps avec quelqu'un le soir alors qu'autrement vous pourriez être seul justement. Donc si vous n'avez pas de petit ami, vous n'avez aucun autre contact humain réel, on va dire. Ce qui est un autre type de problème dans la société occidentale à l'heure actuelle que j'ai trouvé. Il n'y a vraiment aucune affection physique montrée entre les humains. Quelque chose que j'ai beaucoup ressenti ici à Tahiti, c'est leur proximité physique, que ce soit entre hommes ou femmes. Il n'y a pas de filtre ici, car les Polynésiens, en règle générale en tout cas, sont bien plus qu'une simple population. C'est vraiment une communauté qui travaille ensemble et les Tahitiens sont de nature très généreuse de base. Donc en général, au niveau du terme physique, les Tahitiens n'ont pas vraiment de problème à se faire des câlins ou quoi que ce soit. Perso d'ailleurs, ayant des amis de longue date, j'ai une proximité tactile avec eux. Je pense que c'est important de faire des câlins à ses amis. euh, Cela ne veut rien dire d'autre que je t'apprécie et tout ça. Et tu ne vas pas faire de câlins à tes potes garçons H24, etc. Tu sais. Mais je dis pas de faire ça. Mais au moins, parfois, montrer votre affection physique avec un câlin, je trouve que c'est quand même important. En tout cas, si vous passez du câlin à une fille à l'absence d'affection physique, aucune affection physique en tout cas, n'est mauvaise pour un humain, je trouve. Il y a beaucoup de niveaux de sérotonine, d'ocytokine. Votre cerveau reconnaît justement qu'en fait, faire des câlins, c'est une bonne activité. Alors ça peut paraître assez merdique quand on sort d'une rupture, et aussi qu'il s'agisse d'une mauvaise rupture, vous vous sentez mal parce que peut-être vous avez blessé l'autre personne ou qu'elle vous a blessé, mais les premières étapes d'une rupture sont généralement causées par ces sensations chimiques dans votre cerveau, et tout se passe justement comme prévu. Vous vous sentez seul, vous vous sentez triste, etc. Je sais que ça peut paraître dingue, mais un petit conseil annexe que je peux vous offrir, c'est d'arrêter de penser que l'amour c'est magique en fait. Comme je viens de vous l'expliquer, en fait, l'amour c'est scientifique et ça peut s'expliquer par des hormones qui se passent dans le cerveau, etc. Alors globalement, lorsque vous vous sentirez triste ou en colère dans votre vie, je vous demande pas de vous dire bah oui c'est logique, je vais combattre ma tristesse, mais au contraire justement de l'accepter. Juste de prendre conscience et comprendre en fait le mécanisme de pourquoi vous êtes comme ça permet de passer plus facilement à cette étape, car vous savez que ce que vous pouvez faire justement petit à petit pour réduire efficacement cette tristesse et cette colère. Lorsque je suis triste, je me dis ok,
acceptons la tristesse, mais continuons de faire plus doucement, bien sûr, mes activités sportives, d'aller rencontrer doucement du monde, de me faire un petit peu plus à manger. Certaines personnes, en fait, pour noyer leur chagrin, font toutes ces activités à outrance. Ils vont sortir tard le soir, ils vont faire plein de soirées, ils vont se noyer dans l'alcool pour tout oublier, alors que non, il faut les faire, mais avec modération. Alors je dis pas de boire de l'alcool, bien sûr, mais de faire avec modération toutes ces petites choses du style aller faire du sport, aller rencontrer des gens, vous faire à manger, pratiquer une activité qui vous plaît. Moi, par exemple, en ce moment, je sais que j'aime beaucoup faire des échecs, donc par exemple faire des échecs. Certaines personnes, en fait, vraiment pour noyer leur chagrin, font tout ça, alors qu'en fait, il faut absolument pas le faire. Cela peut être donc un peu intimidant, mais cela disparaîtra. Et le dicton selon lequel le temps guérit toutes les blessures, je vous assure, est vraiment vrai. Pour la plupart, de jour en jour, cela devient plus facile, et puis vous réalisez que tout ira bien en fait. Ça craint, mais tout ira bien. Peut-être que vous rencontrerez une autre personne plus tard. Cela aide parfois lorsque vous éliminez en quelque sorte la version de la solitude. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un qui est encore mieux et que vous entendez bien avec elle au point que vous allez vous dire waouh, peut-être que j'étais vraiment impliqué dans la relation précédente et j'avais pas envisagé la possibilité que d'autres relations puissent être meilleures ou pourraient être meilleures justement. Donc c'est aussi une possibilité, je trouve. Je dis pas de faire preuve de hasard pour juste s'en remettre, mais plutôt de conceptualiser l'idée qu'il pourrait y avoir d'autres personnes là-bas. Vous savez que le monde est grand et que vous pourrez aussi changer, que les gens aussi pourraient changer. Et c'est pas la fin du monde si vous vivez une rupture. Si vous trouvez une fille qui te plaît, tu sais, il y en aura d'autres. Je dis pas non plus que une de perdue, 10 de retrouvée, bien sûr que non. Mais en général, en ce qui concerne en tout cas les outils pour gérer une rupture, mon conseil serait évidemment d'aller à la salle de sport. Vous pouvez éliminer une grande partie de cette énergie émotionnelle négative grâce à l'exercice physique. Vous n'êtes pas aussi pessimiste et inquiet lorsque vous avez des endorphines post-entraînement qui passent à travers vous, justement. Vous pouvez simplement exercer toute cette tension et utiliser cette énergie physique qui, si vous ne l'utilisez pas, justement, vous commencerez à devenir anxieux, même normalement. En fait, même si vous êtes dans une période normale, même si vous êtes en couple ou quoi que ce soit, ne pas faire de l'exercice physique, vous sentez une certaine, je trouve, tension, anxiété. Alors imaginez si vous êtes en rupture, là, ça va être vraiment le pire. Donc, vous pouvez atténuer ce genre de problème en vous lançant dans l'entraînement. Vous sentirez mieux dans votre peau si la rupture a peut-être porté atteinte à votre confiance en vous ou à votre image de soi. Si vous entraînez beaucoup, vous commencerez à vous sentir mieux, à mieux paraître, à être heureux, de faire quelque chose de positif en fait pour vous-même, de vous dire ok, la rupture a été, c'est arrivé il y a pas longtemps, mais je fais quand même quelque chose pour m'améliorer en fait et pour justement retrouver confiance en soi. En fait, la rupture en elle-même est déjà dure à surmonter, alors ne vous mettez pas plus de bâtons dans les roues que ça, sinon ça prouve que vous vous aimez pas vraiment intérieurement en fait, je trouve. Votre estime de soi en fait, elle augmente un peu, c'est donc une solution très importante que je recommanderais. Rester occupé aussi, c'est un problème important. Je pense en général, vous pouvez passer plus de temps à vous entraîner ou simplement à être dehors en général, mais aussi à essayer de voir davantage vos amis. J'ai déjà discuté du social avec vous, justement, dans d'anciens podcasts. Je l'avais légèrement survolé en vous disant que le social est quelque chose de très très important. Parfois, si vous avez été dans une relation et que vous avez négligé vos autres relations amicales, ce que je recommande pas du tout, je pense que vous devriez toujours essayer d'investir dans vos relations amicales à tout moment, même si vous avez une petite amie ou un petit ami, bien sûr. Mais certaines personnes, tu sais, passent beaucoup de temps avec quelqu'un et personnellement, je l'ai jamais fait, mais j'imagine que c'est tout simplement naturel quand on a une première relation, en tout cas, ou des premières petites amies. En général, nos premières petites amies, on passe toujours du temps avec elles, on va toujours avec elles, mais oui, je trouve que c'est important de mettre un point d'honneur à profiter de votre nouveau temps libre pour voir davantage vos potes et votre famille, ou peut-être poursuivre un passe-temps ou une activité que votre partenaire ne voulait pas nécessairement faire avec vous et qui vous bloquait, mais qui vous a toujours intéressé justement. Vous lancer dans un nouveau passe-temps ou une nouvelle activité vous donnera l'occasion de ne plus y penser et de laisser ce genre de temps passer à faire d'autres choses. Je trouve que ça aide à atténuer le simple fait d'être seul et de s'y complaindre. Vous rencontrerez de nouvelles personnes pratiquant ce passe-temps, etc., etc. Mais de toute façon, dans l'ensemble, les ruptures restent nulles, donc je trouve qu'il y a quand même des choses que vous pouvez faire pour changer ces choses-là. Mais dans l'ensemble, la meilleure chose que je peux vous dire, c'est que le temps guérira toutes les blessures. Et ce n'est pas la fin de la journée, ce n'est pas la fin de votre vie, la rupture. Vous savez, tout ira bien. Vous allez continuer à vivre. Je sais que cela semble mauvais, mais croyez-moi, vous regarderez en arrière avec un sourire, ça c'est sûr à 100%.
Les salles de sport de toute façon sont toujours ouvertes, ce qui signifie que je peux même pas décrire à quel point c'est agréable de pouvoir les utiliser. Une chose d'ailleurs que je peux vous donner si l'un de vos amis est en rupture est de surtout de ne pas être logique avec lui. Je vais m'expliquer. En fait, le cocktail chimique de malheur dans son cerveau est tellement puissant que lui dire des choses du style «Eh mec, ressaisis-toi, va à la salle avec nous, va voir de nouvelles meufs, etc.» ne servira à rien à part le foutre encore plus dans la merde. L'une des seules façons je trouve personnellement, est de le faire rire, ne serait-ce qu'un instant, simplement pour voir votre pote malheureux sourire et oublier pendant quelques secondes ou minutes sa tristesse. Je pense qu'en tant que spectateur d'une rupture, c'est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire. J'ai une meilleure amie personnellement et je me souviens que j'étais pas très fort en consolation, alors je me contentais juste de la faire rire et ça marchait du tonnerre. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est mon conseil. D'ailleurs, si vous reprenez la salle, faites-le avec modération, ça sert à rien d'y aller alors que justement vous avez perdu en force. Soyez juste intelligent, vous éviterez les blessures, vous savez, vos articulations sont aussi probablement un peu plus faibles parce que vous n'avez pas été obligé à supporter de grosses charges depuis un moment. J'aime faire du sauna aussi. Un élément important qui m'a manqué, c'est le sauna. C'est bon pour la récupération. Je faisais un moment après chaque séance d'entraînement 20 minutes sans faute. Puis aussi pendant mes jours de repos, si je vais à la salle de sport, il y a tellement de bienfaits différents. Mais je me sens juste mieux. Quand vous allez au sauna, la peau est bien plus belle, vous êtes beaucoup plus détendu. Quand je sors du sauna après une séance de gym, j'ai l'esprit vide en fait, il n'y a rien. Il n'y a pas de pensée ou d'inquiétude ennuyeuse ou quoi que ce soit qui me traverse l'esprit. C'est juste une pure sorte de paix d'une certaine manière et cela dure un moment justement. C'est donc ça aussi, c'est presque comme un certain exercice mental en fait pour juste augmenter votre volonté et votre concentration d'une certaine manière. En fait, même s'il fait très chaud à l'intérieur, le fait de ne pas se plaindre, ou même si par exemple si vous prenez des douches froides, le fait de ne pas se plaindre du froid qui arrive sur votre corps, lorsque vous vous lancez sur la première fois, faites une pause de 10 minutes, puis faites 10 minutes ensuite, mais 20 minutes d'affilée, je pense que c'est l'objectif pour faire un sauna. C'est juste une séance solide et je pense que vous pouvez être bien plus heureux comme ça. En plus de ça, j'ai déjà fait un post sur le sauna sur mon Insta, donc n'hésitez pas à aller le voir. Vous allez vraiment en tirer beaucoup d'avantages, alors si vous n'êtes pas en train de vous baigner ou quoi que ce soit, allez-y les gars. Je me sens définitivement mieux dans l'ensemble, avec beaucoup moins de douleur quand vous êtes dans le sauna. Un sauna régulier, en fait, ça aide à amener le sang vers tous les types de tissus conjonctifs, d'articulation et de cartilage, parce que vous avez tellement chaud que tout coule, en fait. Vous respirez, vos voies nasales, etc. se dilatent, en fait, pour que vous puissiez respirer beaucoup mieux, en quelque sorte. Votre nez, en tout cas, pour que vous puissiez obtenir de la bonne qualité, ouvre vos pores sudoripares, transpirant évidemment sur toute la surface de votre peau. Vous éliminez donc beaucoup de toxines et d'autres choses qui sont sécrétées par la sueur justement. Donc vraiment, aucun point négatif je trouve. Je veux vraiment avoir un sauna chez moi un jour, ce serait le début parfait pour la journée. Il suffit de se réveiller, de prendre de l'eau citronnée avec du sel, d'aller au sauna et de s'y détendre pendant environ 20 minutes et de s'assouplir, de s'étirer pour la journée. Je pense que ce sera tout simplement génial. Et puis en plus, si vous prenez des douches froides derrière ou vous avez un bassin profond froid, c'est vraiment génial. Genre un truc du style 1 mètre carré dans lequel vous pouvez sauter, juste un bain de glace en fait. Je pense que c'est vraiment le meilleur combo, sauna plus froid. Vous commencez la journée, il n'y a rien de mieux. Et puis le sauna évidemment après l'entraînement aussi. D'ailleurs, petite pause si vous voulez, je bois un coup. N'hésitez pas à faire 40 pompes maintenant, allez-y, vous pouvez le faire, ça va vous faire du bien. Alors allez-y, le temps que je reviens, ça sera fait et puis vous allez voir, ça va vraiment vous faire du bien. Donc allez-y, faites 40 pompes et moi je vais boire un coup. Nous arrivons donc à la deuxième partie du podcast avec quelques questions ou sujets différents que des personnes ont soumis récemment. D'ailleurs, n'oubliez pas que je réponds toujours sur Insta. Nous sommes pas beaucoup et ça nous renforce et peut-être que je prends une de vos questions en podcast pour y répondre en profondeur. Donc franchement, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, que ce soit juste un compliment ou une question. Je pense que c'est ce que j'aime le plus en fait et c'est ce qui me permet de vous proposer chaque semaine ce podcast-là. Alors tout d'abord, des façons de commencer à assainir un régime et à suivre quelque chose qui ressemble au vôtre. Ok, très simple, ne mangez rien de transformé. Et cela signifie tout ce qui est transformé. Les aliments entiers, c'est bien mieux. Vous pouvez déjà les examiner avant de les acheter. Vous pouvez ensuite les couper, les cuire. C'est tellement satisfaisant de se faire de la cuisine soi-même et en plus après d'apporter de l'esthétisme à ses plats quand on devient meilleur. Tout ce qui vient dans un paquet ou un contenant fabriqué, s'il y a un emballage autre que la peau naturelle ou quelque chose du genre, c'est généralement une mauvaise décision de les acheter. Une personne m'a même demandé, mais puis-je manger chez McDonald's de temps en temps bien sûr. Ma vraie réponse c'est
Qu'est-ce que vous en pensez? En réalité, je pense que j'ai même pas besoin d'y répondre car tout le monde connaît la réponse à ces choses-là en fait. Tout le monde sait quelle nourriture en général il devrait manger et qu'est-ce qui est bon pour lui. C'est plus après quelle tolérance vous vous autorisez. Donc d'après moi, la première étape pour assainir son alimentation consiste à supprimer les aliments transformés. La façon la plus intelligente de faire ça, c'est d'avoir une discipline à 100% tout le temps. Mais ce n'est pas réaliste, c'est pas vraiment ce qui se passe. Donc en général, tout le monde n'a pas 100% de discipline dans son temps. Donc si vous souhaitez faire vos premiers pas pour assainir votre alimentation, la première chose que je recommanderais, juste pour faire la première semaine en tout cas, consiste à supprimer tous les sucres liquides que vous consommez. Donc qu'il s'agisse d'une boisson gazeuse le soir ou d'une boisson énergisante pendant la journée, juste les boissons sucrées, si vous buvez beaucoup, enlevez-moi ça. Les jus et les smoothies peuvent être bons s'ils sont fraîchement préparés par vous-même avec vos propres fruits, mais sinon, coupez les jus complets, coupez vos boissons gazeuses et faites cela pendant une semaine. Et puis, quand vous vous sentez habitué à cela, vous savez, n'importe qui peut passer facilement d'une boisson gazeuse à de l'eau, et c'est une chose auquel il faut penser. La première étape est que vous souhaitez que ce soit un petit changement en fait, afin de pouvoir vous y tenir. Et puis, j'envisagerais de changer de mentalité et se cuisiner soi-même ses plats plutôt que d'aller au resto ou à des fast-food justement. Si vous ne savez pas cuisiner, c'est une compétence vitale que je recommanderais évidemment. Je pense développer une passion saine pour approfondir la cuisine et vraiment aimer ça au lieu de simplement penser à «Oh, je dois préparer le dîner de ce soir» comme si c'était une corvée en fait. Et puis, le fait de se concentrer aussi pour ne pas se couper ou se brûler, vous êtes un peu dans votre monde quand vous êtes dans la cuisine justement. Vous savez, c'est juste un peu méthodique. Il faut préparer les ingrédients, hacher les choses, utiliser la poêle à frire, peu importe le reste. Cela peut donc être en quelque sorte une expérience méditative en fait. C'est au moins comme ça que j'essaye de faire. Et puis, vous êtes également plus concentré, vous êtes moins susceptible de renverser quelque chose. En général, chaque fois que vous vous cognez la jambe sur une table basse ou que ou que vous renversez de l'eau ou quelque chose comme ça, c'est généralement parce que votre tête est ailleurs et que vous ne pensez pas à ce que vous faites en ce moment justement. Tu pensais au travail ou à autre chose et puis tu te cognes le genou et ça fait franchement mal. Donc des choses comme ça, sont des petits rappels en fait pour vous ramener notre attention sur le moment présent et c'est douloureux, oui, mais la douleur est utile de cette façon pour nous ramener à la réalité. C'est pareil, si tu coupes et que tu ne réfléchis pas correctement et tu te coupes le doigt, c'est un peu en quelque sorte genre ah merde, mon esprit était ailleurs. Donc c'est juste comme un petit rappel pour vous ramener à cet esprit un petit peu méditatif que vous donne la cuisine. Donc je pense que la prochaine fois que vous vous blesserez ou que vous renverserez quelque chose, demandez-vous si vous étiez vraiment activement concentré sur la chose que vous faisiez. Ce qui n'est généralement pas le cas. Mais où en étais-je? Ouais, pour nettoyer son régime, cuisiner, allez-y. Même si vous apprenez simplement quelques épices qui vont avec quelques viandes, vous savez, vous pouvez simplement expérimenter et voir ce que vous préférez également. Je fais pas nécessairement des recettes complètes tout le temps, seuls des ingrédients de qualité donnent une assiette de qualité. Par exemple, vous le voyez sur mon Insta, des fois il y a quasiment rien de préparé et pourtant c'est très beau. Quelques tomates cerises, quelques amandes, un peu de pain avec du beurre dessus. Franchement, est-ce qu'on peut appeler ça de la cuisine? Et pourtant, c'est de la cuisine et pourtant c'est super beau à l'image. Allez voir mon Insta, vous allez voir, je trouve que mes plats ont un bel esthétisme en tout cas. Et pourtant, j'ai rien préparé de fou. Vous savez, je pense que vous pouvez pas avoir de la vraie nourriture délicieuse sans ingrédients de qualité. Vous pouvez préparer de délicieux repas simplement avec des ingrédients frais et délicieux et des aliments de haute qualité. Vous n'êtes pas obligé de faire un foutu repas étoilé en 20 étapes tous les soirs. C'est pas réaliste et vous disposez d'un certain temps dans la journée à consacrer à la cuisine, surtout si vous souhaitez prendre du poids ou perdre du poids. Mais vous pouvez rester sur des bases simples et délicieuses en apprenant quelques petites compétences et bases en cuisine. Des accords d'épices et juste expérimenter un peu, jouer un peu avec votre viande, vos épices, etc. Une bonne idée d'ailleurs de rendez-vous en couple est de cuisiner quelque chose ensemble, de préparer un dîner ensemble, d'économiser un peu d'argent en sortant. C'est un peu plus interactif et c'est un peu plus amusant, je trouve, de cette façon, en tout cas, de le faire à deux. En tout cas, je trouve que c'est une bonne chose et vous pouvez apprendre une compétence à deux ensemble. Donc franchement, si vous pouvez nettoyer votre régime alimentaire, jetez tout ce qui est dans un paquet ou tout ce qui est emballé. Ne mangez vraiment que des choses qui peuvent, vous savez, si elles disparaissent au bout de quelques jours, je trouve c'est un bon signe. Du style, moins de choses comme le riz ou même les pommes de terre, mais plus les fruits frais. J'utilise cela en vrai comme une règle empirique pour certains aliments. Genre, est-ce que c'est vraiment sain? Un fruit, est-ce qu'il serait vraiment capable de rester sur les étagères et de pouvoir être mangé pendant des mois et des mois? Je pense que c'est probablement la meilleure chose que vous pouvez faire à cause de tous les conservateurs et tous les autres faux aliments imitant les ingrédients justement.
Donc c'est pas vraiment naturel et dans l'ensemble, les choses qui peuvent rester des semaines ou des mois sur vos étagères pour être consommées sont souvent remplies de mauvaises choses. Petit exercice d'ailleurs intéressant pour aller dans votre supermarché la prochaine fois que vous faites vos courses et que vous regardez les ingrédients, la plupart des aliments transformés, que ce soit des chips ou vous savez des pizzas surgelées, etc. Regardez derrière le paquet et regardez si il y a des huiles végétales, des huiles de canola ou de graines ou quoi que ce soit, des shortening comme on appelle, vous savez, ce genre d'huile à graines industrielles qui parviennent à glisser dans tout et n'importe quoi. C'est vraiment un peu absurde et dégueulasse. Pareil avec la margarine. Toutes ces choses-là, en général, on les fait avec la margarine. Je peux pas croire que c'est du beurre, clairement, parce que c'est une foutue plante toxique et c'est vraiment une abomination. Donc essayez d'aller plutôt au marché agricole, c'est vraiment bien. D'ailleurs, vous vous souvenez de mon ami Lucas, avec qui j'ai fait un podcast sur l'entrepreneuriat, l'étude, la créativité, le marketing et la confiance en soi. Et bien Lucas récemment, qui pourtant a un vrai emploi du temps de ministre, achète maintenant tous ses fruits et légumes au marché proche de chez lui. Et je suis vraiment content pour lui parce que déjà ça lui fait sûrement une petite activité satisfaisante et puis surtout de l'interaction avec des personnes, découvrir des astuces, échanger, etc. Vous savez, la nourriture locale est toujours meilleure, elle est généralement biologique, ce qui fait aussi une grosse différence. C'est un peu plus cher, bien sûr, mais pas vraiment, genre oui, peut-être 5 à 10 euros de différence par rapport aux choses industrielles, mais cela vaut la peine et c'est un investissement dans votre santé en dépensant n'importe quelle somme d'argent. Pas n'importe quelle somme d'argent, évidemment, soyez raisonnable, mais dépenser un peu plus pour obtenir de la nourriture de qualité vaut son pesant d'or parce que vous allez vous sentir mieux, vous allez simplement avoir une meilleure qualité de vie et cela vous amènera également à vouloir gagner plus d'argent. C'est donc comme ça que je le vois personnellement, le goût est meilleur, votre vie en général est meilleure lorsque vous obtenez des aliments de bonne qualité qui vous dynamisent et qui contient de la bonne nutrition. Sinon, vous achetez simplement de la nourriture vide et vous connaissez ces produits transformés qui sont comme une dose de calories et rien d'autre en fait. Surtout que acheter un steak chez le boucher par exemple contient tellement de nutriments qu'il vaut au moins 5 steaks charal, voire sûrement plus en fait. Donc les aliments que vous achetez plus cher vous permettent aussi de moins manger et grignoter des choses merdiques qui vous obligent à manger 5 paquets pour atteindre le quota de nutriments dans votre corps. Alors, si tu veux vraiment nettoyer ton alimentation, je pense que vous devez apprendre simplement, je suppose, le formuler comme je vais faire ce qu'il y a de mieux pour mon corps, je vais faire ce qu'il y a de mieux en fonction de ce que je ressens, et je vais pas me permettre la faiblesse de dire je prends 5 Tim Tam ou Petit Suisse, des biscuits au chocolat, etc. Et puis vraiment, au bout de 10 minutes, lorsque vous mangez des pépitos ou quoi que ce soit, et vous vous dites vraiment est-ce que ça valait la peine? Probablement pas. Vous savez, vous prenez quelques bouchées et vous vous dites ouais cool, mais cette espèce de chose toxique qui ensuite traverse votre corps en faisant des ravages à l'intérieur, c'est simplement dégoûtant à voir. En fait, je trouve ça bien plus satisfaisant de vraiment respecter son corps et vous savez, de mettre que des aliments de bonne qualité, quitte à moins manger quand vous préparez principalement vous-même ou si vous mangez au restaurant, de prendre quelque chose de substantiel, pas d'huile végétale avec des frites ou simplement du pain transformé ou du fromage en plastique sur une pizza ou quelque chose du genre. C'est simplement que à un moment donné, tu dois grandir et te dire d'accord, est-ce que je vais continuer ce mode de vie ou non? Je veux faire un changement et ne plus me permettre de suivre cette voie, je vais me sentir mieux grâce à cela et ça va être bien pour moi. Vous savez, personne n'est à 100%, mais quand tu triches dans tout vous savez, personne n'est à 100% dans son alimentation, mais quand tu triches tous les 2 jours, c'est plus un problème de discipline à ce stade et tu te rends compte qu'en fait, tu te rapproches plus d'un enfant que d'un adulte en termes de goût, de volonté et de caprice. Alors, laissez-vous aller un peu, mais pour la plupart, lorsque vous nettoyez votre alimentation, vous devez prendre des décisions fermes sur votre vie de personnalité plus importante. Je suppose que ainsi, votre relation avec vous-même augmentera d'une certaine mesure. En fait, vous respectez votre corps et tout le reste. Et pareil, je pense que c'est en partie juste une maturation en général, mais vous pouvez mûrir à un âge jeune ou précoce. C'est donc pas vraiment une question d'âge, mais plutôt, vous savez, de votre maturité émotionnelle et de la façon dont vous développez cette façon de faire, justement. Si vous voulez, imaginez en fait votre corps comme un moteur de voiture. Que se passerait-il si vous mettez le mauvais carburant? Si quelqu'un a déjà eu cette expérience justement et a foutu son moteur en l'air, il l'attestera. Mais vous mettez le mauvais carburant dans quelque chose qui n'est pas fait pour ça et en fait vous bourrez le moteur avec des mauvaises choses. Votre corps en fait n'est pas si différent de ça. Le corps humain est tellement incroyablement résistant à tel point que vous pouvez manger des ordures et mettre le mauvais carburant dans votre corps, mais seulement en fait pendant un certain temps. Je veux dire,
Les gens peuvent passer des années à manger des ordures, mais cela les rattrapera au bout d'un moment. Ainsi, le corps humain peut supporter de fonctionner à vide pendant de longues périodes, mais cela ne veut pas dire qu'il fonctionnera toute sa vie de manière optimale. Et juste parce que vous pouvez vous contenter de manger de la malbouffe de temps en temps, manger de la nourriture tout en trichant toujours sur votre alimentation et tout le reste, vous n'avez pas vraiment compris à quel point il est bon d'être entièrement en bonne santé et de ne pas manger ces aliments. Cela va vous faire baisser votre alimentation. C'est le but. Si nous pouvions viser une optimisation à 100% d'un régime alimentaire de qualité, vous ressentiriez une puissance incroyable dans le corps, mais il faut juste un certain temps pour que cela se sente. Évidemment, de jour en jour, vous vous sentirez mieux, mais en mangeant régulièrement bien pendant plusieurs mois, vous vous sentirez littéralement comme une personne différente et vous ressentirez également comme une personne différente. Vous gagnerez en muscle, vous perdrez de la graisse et il y aura plus d'énergie dans vos yeux et votre âme et votre peau sera plus belle. Si vous mangez des choses comme des carottes, alors vous obtiendrez du bêta-carotène, vous obtenez justement un meilleur éclat sur votre peau, tous les fruits et légumes en général, la viande, les œufs, toutes ces choses qui vont permettre à votre corps de produire du collagène, ce qui signifie que votre peau paraîtra pleine et se réparera mieux. Tous les éléments font suite aux effets résultants du nettoyage de votre alimentation et de la cohérence de votre alimentation en fait. Ainsi, une fois que vous aurez appris les bases de l'alimentation, prenez les choses en main et commencez à respecter votre corps. Cela change globalement votre point de vue. Si vous pouvez vous demander pourquoi est-ce que je pense que c'est normal que je traite mon corps comme de la merde en y mettant des aliments transformés et toxiques, qui personnellement je ne pense pas qu'ils aient bon goût, mais certaines personnes disent «Oh, c'est tellement délicieux», alors ils s'y mettent et ils penseront que ce n'est pas grave justement. Cela nous ramène à cette autre idée selon laquelle vous ne devriez pas vous récompenser avec des choses qui vous nuisent activement justement. Du style, si vous êtes allé à la salle de sport et dites maintenant j'ai mérité mon fast-food, vous êtes encore dans cette immaturité mentale. Je vous déconseille donc de faire cela, mais intériorisez l'idée que vous méritez une nourriture de qualité et que vous allez traiter votre corps comme vous le feriez pour une autre personne, être gentil avec lui, la relation que vous avez avec vous-même, etc. Faut qu'elle soit correcte et cohérente justement. Je pense que je mérite de dépenser un peu plus d'argent en nourriture et d'obtenir des produits de bonne qualité, car cela va me forcer en fait derrière à préparer et à organiser ma propre nourriture. Je vais pas être paresseux et acheter des plats à emporter, que cela puisse vous nuire, parce que soit vous n'apportez pas assez de calories, parce que les plats à emporter, je trouve, ne contiennent généralement pas assez de calories pour soutenir ce que j'aurais besoin de faire en termes de mon développement musculaire, ce que je dois manger, etc. Ou c'est tout simplement une mauvaise nourriture pour vous si vous mangez des choses frites, même une salade saine, de la laitue, du poulet d'élevage industriel, vous avez une sauce mayonnaise dedans, une vinaigrette ou quoi que ce soit qui est fait à partir de graines, d'huile, etc. Rien de tout cela n'est vraiment nutritif dans ce sens. Certaines personnes disent que oui, c'est une alternative saine, mais non, ça ne l'est pas, arrêtez ça. Il s'agit simplement de savoir ce qui se passe lorsqu'une entreprise devient si grande qu'elle évolue et produise des choses en masse. Vous n'obtiendrez jamais la qualité que vous obtiendrez en faisant vos courses sur un marché de producteurs. Alors essayez d'intérioriser cela, assurez-vous que vous sentez que vous devriez vraiment mériter de ne pas faire de compromis sur votre alimentation et dans l'ensemble, cela sera excellent pour votre état d'esprit, votre corps, votre composition corporelle et tout le reste. Considérez donc la nourriture comme un carburant pour la qualité nutritionnelle qu'elle contient, considérez les produits transformés comme un poison, ce qui est le cas d'ailleurs, et une fois que vous pouvez l'intérioriser, vous n'avez plus envie de malbouffe. Parce que pourquoi auriez-vous envie de manger quelque chose qui vous fait du mal? Considérez-le comme un poison. Je compare cela au fait de voir un petit peu comme la matrice du film Matrix qui tombe enfin sous vos yeux en fait. Quand vous regardez de la nourriture, dites-vous simplement qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Est-ce qu'il y a des bonnes protéines? Est-ce que c'est gras? Est-ce que les glucides sont bons dedans? Est-ce que les micronutriments seront-ils bons? Et aussi le côté ésotérique de la question. D'accord, est-ce que l'animal a été élevé sans cruauté? Est-ce que cela va être une bonne énergie là-dedans? Etc. etc. Je pense que c'est la meilleure nourriture que vous puissiez obtenir. Évidemment, tout le monde ne peut pas le faire. Je ne le fais pas moi-même, mais je pense que la chasse, les animaux sauvages, serait simplement la nourriture parfaitement suralimentée dans la nature sans contaminants. J'ai entendu des gens comme Joe Rogan, un acteur américain, dire que ce genre de viande, cette viande d'élan, en général que vous allez chasser, est géniale et qu'on se sent comme millionnaire après l'avoir mangé. Donc c'est un peu le même principe si vous mangez de la viande d'élevage industriel produite en masse, ce qui est horrible d'ailleurs, ça marchera pas du tout. Il y a différents paramètres en fait comme les micronutriments, comment l'animal est traité, comment l'animal a été élevé avec des graines plutôt que nourri à l'herbe, tout ce genre de choses qui se passent en coulisses en fait concernant la qualité de la viande, vous devez également en tenir compte. Donc en fait cette espèce de code matriciel qui se cache derrière réellement la nourriture, il faut y faire attention. Désormais, vous n'êtes plus quelqu'un qui traite votre corps comme un parc d'attractions.
Vous n'échangez plus une sensation buccale temporaire et bon marché contre des bienfaits négatifs pour la santé et des dysfonctionnements. Vous voulez être là pour vos enfants, vous voulez avoir plus d'énergie pour jouer avec vos enfants quand ils seront plus grands, ou est-ce que justement vous voulez simplement succomber au miasme moderne des horribles aliments transformés sans énergie, avec de la lumière artificielle, toute cette concoction qui crache les humains à l'autre bout sous la forme d'une créature mal formée, malade et léthargique qui ressemble à peine à la vitalité des humains. C'est donc une chose à laquelle il faut réfléchir. Mangez uniquement des aliments entiers pour vous et préparez-les. Aucune transformation, rien d'emballé, alcool coupé, huile de graines. Effectuer ces changements à lui seul entraînera des améliorations physiques et mentales. Vous ne consommez aucun sous-produit oestrogénique toxique, aucune calorie vide, et vous ne donnez pas à votre corps ce dont il a besoin. Mettez l'accent sur les graisses de haute qualité pour synthétiser des hormones cruciales comme la testostérone, et sur la qualité de nos propres acides aminés, de qualité issue de protéines animales, nourries à l'herbe, en liberté pour réparer les muscles. S'assurer de manger suffisamment ou pas trop peut sembler intimidant pour certains. Personnellement, je n'ai jamais compté les calories ni les macros, c'est une étape fastidieuse. Je dirais que c'est pas nécessaire pour la plupart du temps quand vous avez des connaissances comme moi. Une fois que vous avez une idée approximative de ce que vous devriez manger, si vous êtes à environ genre n'importe quoi à 100 calories, je pense que si vous consommez une bonne portion de protéines, beaucoup de glucides et quelques graisses avec vos repas principaux, puis des collations saines comme des fruits, un shaker protéiné ici et là, des œufs crus ou des œufs cuits entre les deux, avec un peu de pain grillé, c'est comme un cadre de base que vous puissiez vous en tenir à cela et ne pas avoir à compter les calories jusqu'à ce que vous vouliez vraiment le décomposer vers le bas. Tant que vous restez dans la limite des calories, si vous y parvenez pendant un moment, vous vous sentirez mieux. En général, si vous changez de régime alimentaire en vous éloignant des aliments transformés, vous gagnerez naturellement du muscle et perdrez de la graisse de toute façon, indépendamment du côté des calories. Habituellement, si vous essayez de prendre du poids, cela signifie manger plus. Vous n'êtes pas obligé de compter les calories en tant que tel, c'est une bonne idée d'avoir une idée de quantité de ce que vous devriez manger, mais si vous ne prenez pas de poids, mangez simplement plus. C'est ce que je fais, c'est intuitif, c'est comme, ok, je veux prendre du poids, qu'ai-je mangé ces dernières semaines? Ajoutons un petit verre de lait par là, ajoutons 4 œufs crus par là, ajoutons un peu de pain grillé et des fruits, environ 400 à 500 calories supplémentaires, et voyons comment cela se passe et respectons cela. Vous ne voulez pas vous envoler et gonfler votre estomac au énième degré tout de suite, car ce n'est pas durable. Alors rajoutez simplement des petites choses par-ci par-là dans votre journée. Bien sûr, soulever des poids signifie que des calories supplémentaires seront utilisées à bon escient, ce qui se traduit par une réduction de la graisse corporelle et une amélioration des facultés mentales lorsque votre cerveau dispose de tous les micronutriments dont il a besoin pour fonctionner. Alors, par où commencer si vous ne savez pas quoi manger? Si vous avez aucune idée justement. J'ai un projet de création de livres de cuisine pour que vous puissiez découvrir comment je mange et comment je dois créer mon physique en donnant quelques conseils dedans. Cela reste un projet long terme, donc je pense pas que vous le verrez tout de suite, mais si vous voulez quelques recettes ou conseils en exclu, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Sans les mots de tête liés à la mesure des aliments, sans recettes en 20 étapes pour lesquelles personne n'a le temps, sans compromis sur le goût, des aliments que je cuisine en 15 minutes, vous savez, des aliments dont vous pouvez être sûr que j'ai utilisé pour soutenir ma musculation, mes objectifs, mes idées en matière de santé tout au long de ma vie, des aliments dont vous pouvez être sûr qui vous aident à atteindre vos objectifs. Vous savez, le régime typique de mes bros en nutrition qui néglige les micronutriments et le goût, vous savez, de la poitrine de poulet fade, brocoli, riz, sans aucune augmentation en termes de micronutriments. Il n'y a aucune mention des probiotiques ou de la santé intestinale qui sont pour moi essentiels si vous souhaitez également créer une meilleure performance mentale. Mon régime alimentaire, par exemple, contient des enzymes digestives essentielles qui aident à décomposer ce que vous voulez manger. Quelque chose comme par exemple l'ananas qui contient de la bromélanine, comme je vous ai déjà expliqué, de sorte à ce que la nourriture animale que vous consommez est soutenue pour être décomposée dans l'estomac afin que vous puissiez en absorber davantage en fait. Les probiotiques alimentaires complets comme la choucroute qui favorisent et soutiennent une production des neurotransmetteurs à partir du microbiome intestinal, c'est là que toute la dopamine et autres choses sont créées dans l'intestin justement. Alors n'hésitez pas à me demander conseil sur des petites recettes ou tips. Et de toute façon, je compte sortir mon livre de conseils et de cuisine. Si vous êtes abonné, vous aurez bien sûr des réductions. Ce sera un guide complet pour manger des aliments qui feront passer votre physique au niveau supérieur. Je suis déjà sûr, avant même de le sortir, que vous constaterez vraiment une amélioration et c'est la seule façon dont je mange pour arriver à là où je suis arrivé. Donc, si vous ne savez pas quoi manger ou que vous ne savez pas quoi éviter, un petit DM Insta est souvent la solution la plus simple. Alors n'hésitez pas, ça me ferait vraiment plaisir de vous proposer des recettes en exclu. Pour changer de sujet, j'ai donc reçu beaucoup de messages me demandant ma routine cutanée et un petit peu ma skincare routine, je suppose, et comment j'utilise l'huile de coco sans aucune idée de shampoing. Alors, au lieu de répondre à une dizaine de messages, j'ai pensé que j'allais le détailler un petit peu ici.
Ce que je fais maintenant pour ma peau est donc assez limité en fait. Je rince à l'eau, je lave à l'eau et j'hydrate. Je passe au soleil beaucoup et surtout dans l'eau salée, dans la mer. J'étais donc récemment en vacances et ma peau n'était pas aussi belle que lorsque j'étais dehors toute la journée au soleil. Ma peau se détériore à mesure que je passe du temps à l'intérieur et sous une lumière fluorescente et tout le reste, que ce soit le résultat de la lumière directe du soleil sur la peau ou simplement des changements hormonaux généraux et des effets anti-stress qui se produisent dans les coulisses, qui se manifestent par une peau plus claire. Vous savez, vous pouvez vérifier cela vous-même, mais je pense que certaines personnes trouvent plusieurs déclencheurs. Par exemple, les produits laitiers semblent faire exploser la peau de certaines personnes. Je pense pas avoir ce problème en raison de mon héritage européen, donc je trouve pas cela très différent sur ma peau lorsque je supprime les produits laitiers, mais cela peut être quelque chose pour certaines personnes par exemple. Certaines personnes transforment les sucres et les fast-foods pour irriter leur peau, et l'alcool bien sûr, donc c'est bien mieux justement de supprimer ces choses de votre alimentation de toute façon à cause de la myriade d'autres problèmes de santé qui en découlent. L'huile de coco pour moi est le seul hydratant corporel que j'utilise et je l'applique partout sur mon corps après la douche. Cela semble faire des merveilles pour garder la peau saine et belle. Vous obtenez un joli petit éclat. Si je prends un bain au soleil, je le ferai également. Alors assurez-vous d'en mettre pour hydrater votre peau. J'ai eu récemment d'ailleurs un assez gros coup de soleil le jour où j'étais au soleil, sous le soleil tahitien, toute la journée. Mais le fait d'appliquer de l'huile de coco littéralement toutes les demi-heures, la peau semblait en quelque sorte la boire et le lendemain j'étais juste marron. Donc c'est vraiment bien. Il n'y a pas de desquamation, donc je pense qu'il est vraiment important de garder votre peau hydratée lorsque vous êtes au soleil, surtout si vous n'utilisez pas de crème solaire et n'en faites probablement pas trop comme moi je l'ai fait justement, c'est-à-dire assurez-vous que quand même vous ayez de l'ombre une fois que vous avez donné à votre peau l'exposition au soleil dont elle a besoin. Pas de shampoing également. J'utilise un savon à l'huile d'olive depuis 6 mois maintenant en supprimant tout le reste. Je vais juste rincer à l'eau en fait, je vais peigner tout le temps et appliquer un peu d'huile de coco comme une sorte de revitalisant une fois que je sors de la douche si elle est un peu sèche jusqu'aux extrémités pour pas tamponner tout votre corps. Ne mettez pas votre tête entière dans de l'huile de coco non plus parce que cela peut paraître un peu gras, mais c'est encore une très bonne crème hydratante naturelle, donc vous en avez besoin une fois que le cuir chevelu se rend compte qu'il n'est pas agressé par ces shampoings chimiques qui décapent votre cuir chevelu et se rince. Si vous êtes à proximité d'une plage, déchaînez-vous sur la plage également. L'eau de mer en général c'est toujours bon avec plein de minéraux dedans, donc ça fait vraiment un bon gommage. Mais sinon, laissez vos cheveux faire leur travail. En ce qui concerne la plupart de la peau, comme la peau du visage, j'avais l'habitude d'avoir une routine de soins de la peau du visage élaborée où j'utilisais un nettoyant, un exfoliant et tout le reste en utilisant la marque Horace d'ailleurs, je pense que certains la connaissent. Je considère vraiment pas la marque mauvaise, mais j'ai pas remarqué que cela faisait vraiment beaucoup de bien, comme si c'était visible en fait. Bien sûr, en fait, dans le sens où j'utilise le produit et c'est incroyable quand je l'utilise, mais juste après ça s'arrête et ma peau se détériore et j'ai pas vraiment remarqué que c'était meilleur sur le long terme. Donc pour moi, le mieux c'est d'être dehors et d'être beaucoup dehors. Je pense qu'en fait, quand vous passez votre tour dehors et que même s'il n'y a pas beaucoup de soleil, rien que le fait de laisser vos cheveux au vent et laisser les prendre les UV naturels, ça va vraiment leur faire du bien. Et je pense que si vous voulez vraiment avoir des cheveux de qualité, sortez et essayez de prendre le moins possible la lumière bleue ou des lumières qui sont pas du tout naturelles en tout cas. Rincez-les à l'eau bien sûr et hydratez-les également la nuit avec encore un petit peu d'huile de coco. Mais chaque fois que vous rincez les huiles de votre peau pour hydrater et vous assurer que tout est protégé, cela semble être le meilleur moyen d'améliorer votre peau, tout comme un supplément de zinc d'ailleurs que je prendrai le soir. Le zinc est vraiment bon pour ça justement. Donc je prends également justement des compléments en zinc justement le soir. Alors personnellement je prends du biglycinate de zinc, mais il me semble que l'orotate de zinc aussi est la forme de zinc la plus absorbable, ou en tout cas l'une des plus absorbables. Donc retenez ça, si jamais vous voulez avoir une meilleure peau, des meilleurs cheveux, etc. Prenez des compléments en zinc le soir, du style orotate ou biglycinate, je pense que ça va vraiment être bon pour vous. Il y a aussi le méthylsulfonyl métal, donc le MSM, si vous recherchez simplement un supplément de MSM sur Google, ça apparaîtra. En fait, cela aide à la production de collagène et à soutenir vos cheveux, votre peau et vos ongles, et tout le reste bien sûr. Et bien sûr, manger des matières de collagène sous forme de produits d'origine animale. Je pense que si vous mangez d'ailleurs des produits d'origine animale, vous devriez essayer de manger de A à Z, que ce soit même les os à bouillir par exemple. En fait, la philosophie du A à Z repose sur l'idée selon laquelle, vous savez, sur des milliers d'années, si nous devions tuer un cerf ou un mammouth dans la nature, nous n'en aurions gaspillé aucune partie. Nous aurions consommé la moelle osseuse, nous aurions consommé le cerveau, les yeux, le foie, plutôt que de nous contenter de l'idée occidentale de manger uniquement la viande musculaire. Je pense que si vous êtes d'ailleurs carnivore, alors je sais que les carnivores sont vraiment une minorité, mais en tout cas si vous êtes vraiment de cette team carnivore,
et que vous ne mangez que des steaks, vous allez clairement manquer de beaucoup de nutriments. Je pense qu'il faut mélanger cela avec la consommation de moelle osseuse, la préparation de bouillon d'os, la consommation d'abats pour vraiment obtenir toutes les parties et la nutrition dont vous avez besoin si vous mangez que des produits d'origine animale. En mangeant beaucoup de carottes, on obtient par exemple une meilleure quarantaine, on augmente la tonicité de sa peau, du soleil bien sûr, et c'est vraiment ce qui vous... C'est assez simple en fait finalement de garder une bonne peau naturelle et des beaux cheveux. Bien sûr d'ailleurs, si vous voulez avoir une bonne peau, une alimentation saine, des tonnes d'eau et des tonnes d'eau, 4 litres par jour environ, je pense que c'est une bonne approximation. Je pense que boire par exemple 1,5 litre le matin, ça ira. Des fruits aussi qui contiennent énormément d'eau et de micronutriments, c'est assez facile d'accès. Et si vous avez une journée de transpiration chaude, vous buvez évidemment plus d'eau. Et si vous vous détendez sans vraiment faire d'exercice, vous n'allez pas non plus dépenser beaucoup d'eau. Donc c'est vrai que c'est pas une règle absolue de boire 4 litres par jour. Mais c'est une bonne approximation, je trouve. Et si vous êtes plus petit, évidemment, vous en aurez besoin de moins. Et si vous êtes plus grand, vous aurez besoin d'un peu plus d'eau. Donc, évidemment, ça dépend de chacun. Personnellement, je suis pas très très grand, mais pourtant je bois énormément d'eau parce que bah je dépense énormément, je bouge énormément dans ma journée. Donc c'est vrai que j'ai besoin de beaucoup de fruits, de beaucoup d'eau. Donc moi je bois vraiment entre 3 et 4 litres par jour. Je sens qu'à chaque fois, si je dois boire 2 litres 5 ou un petit peu moins, je sens que je suis vraiment pas bien. Donc je sais que je bois énormément. Donc en tout cas, voilà les quelques conseils pour ma skincare routine. Quelques petits suppléments, de l'huile de coco, de l'eau, du soleil. Aller à la mer, évidemment, si vous le pouvez, c'est un plus. Avoir une alimentation évidemment variée, comme je vous ai dit. Manger des carottes, manger des fruits, manger de la viande, mais pas uniquement la viande, manger tout ce qu'il y a sur la viande, des abats, des bouillons d'os, etc. Il y a d'ailleurs une règle que je respecte énormément, c'est tout ce que vous ne pouvez pas manger, vous ne le mettez pas sur votre peau. Alors, bien sûr, j'utilise un savon à l'huile d'olive, c'est vrai que si je croque dans mon savon à l'huile d'olive, je ne sais pas si ça va être très très bon pour moi. Néanmoins, le savon à l'huile d'olive n'est pas forcément très digestif, mais ça reste quand même de l'huile d'olive, ça reste quelque chose de naturel. Alors que tous vos espèces de produits chimiques, de Ushuaïa, avec des parfums à la papaye, au monoeil, à l'ananas ou je ne sais quoi, ou même juste vous mettre de la crème solaire sur le corps. Franchement, posez-vous la question. Est-ce que la crème solaire, vous allez enlever le bouchon et la boire? Jamais vous foutrez de la crème solaire dans votre bouche. Alors pourquoi vous le foutriez sur votre peau, justement? Donc voilà, je pense que c'est une philosophie de vie à vous dire. Tout ce que vous ne pouvez pas manger, vous ne le mettez pas sur votre corps. Enfin voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. Cela faisait longtemps depuis le dernier podcast justement et je m'en excuse grandement. J'ai été occupé mais je vais revenir avec des publications plus fréquentes et un vlog bientôt. Je sais que beaucoup d'entre vous sont enthousiasmés par cela, alors ne le ratez pas, je vais le sortir pendant ce mois. Je suis enfin fier également de pouvoir sortir bientôt normalement un épisode spécial pour la jante féminine avec une invitée spéciale. Alors gardez les yeux ouverts, encore une fois, nous allons les publier plus fréquemment. Alors merci pour votre patience et merci d'avoir écouté le podcast. Nous nous retrouverons la prochaine fois. Merci à vous.